Le bruit sourd des réacteurs résonnait encore dans les oreilles de Frédéric Morreval quand son téléphone vibra contre la table en acajou de sa suite à Tokyo. 41 ans, patron de l'empire Morreval Aviation, il avait appris depuis longtemps que les affaires n'attendaient jamais, même pas à 23 heures dans un hôtel de luxe au cœur de Shibuya. Il s'attendait à un rapport de ses équipes parisiennes, peut-être une urgence concernant le nouveau contrat avec Air France. Certainement pas à cette photo qui venait d'apparaître sur l'écran. Le message était destiné au groupe interne « Équipe Direction Urgent ». Une erreur de manipulation sans doute, mais l'image était là, cristalline, sous la lumière froide de son téléphone. Laure. Frédéric sentit sa respiration se suspendre. Depuis 2 ans qu'elle travaillait comme assessora de Imprensa pour lui, jamais il ne l'avait vue ainsi. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en chignon strict, tombaient librement sur ses épaules. Elle portait une robe claire, un bleu pâle qui faisait ressortir ses yeux verts, et souriait d'un sourire qu'il ne lui connaissait pas. Spontané, lumineux, vivant. Mais ce n'était pas ce qui lui coupait le souffle, c'était l'homme à ses côtés, grand, élégant, la main posée naturellement dans le creux de son dos. Il semblait marcher dans les jardins du Luxembourg, insouciant comme 2 personnes qui partageaient bien plus qu'une simple promenade. Frédéric posa son verre de whisky d'un geste brusque. Le liquide ambré éclaboussa le dossier ouvert devant lui, des chiffres qui, quelques minutes plus tôt, accaparaient toute son attention. Maintenant, il n'était plus que des lignes floues sur du papier détrempé. Il agrandit l'image, analysa chaque détail comme s'il s'agissait d'un contrat de plusieurs millions. La façon dont Laure penchait légèrement la tête vers cet inconnu, le naturel de leur proximité, l'évidence de leur complicité. « Merde !» murmura-t-il dans le silence feutré de la suite. Son esprit rationnel, celui qui avait bâti un empire en 20 ans, tentait de reprendre le contrôle. Laure Delmas était son employée, une collaboratrice efficace, discrète, irremplaçable dans son travail. Point final. Il n'avait aucun droit de ressentir quoi que ce soit face à sa vie privée. Pourtant, ses doigts tremblaient légèrement quand il fit défiler ses contacts pour trouver son numéro. Il connaissait Laure mieux que quiconque dans son entourage professionnel. Il savait qu'elle buvait son café noir sans sucre, dans une tasse en porcelaine qu'elle avait apportée de chez elle. Il savait qu'elle restait toujours la dernière au bureau quand il était en déplacement, vérifiant 3 fois chaque détail avant de partir. Il savait qu'elle avait cette façon particulière de pincer les lèvres quand elle réfléchissait intensément et qu'elle portait toujours un carnet en cuir rouge dans lequel elle griffonnait des notes qu'elle pensait importantes. Il savait aussi qu'elle le regardait parfois, ces regards furtifs qu'elle croyait discrets mais qu'il captait du coin de l'œil. Ces moments de silence un peu trop longs quand il lui parlait, cette façon qu'elle avait de rougir légèrement quand leurs mains se frôlaient en échangeant un dossier. Il le savait, et il avait choisi de l'ignorer. Parce que Frédéric Morreval avait appris une leçon cruelle dans sa jeunesse. Aimer, c'était perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, c'était risquer de tout détruire. Son père, homme d'affaires brillant, avait failli couler l'entreprise familiale pour une femme qu'il avait quittée du jour au lendemain. Frédéric avait juré de ne jamais reproduire cette erreur. Alors, il voyageait, constamment. Londres, New York, Tokyo, Dubaï. Il signait des contrats, développait son empire et gardait ses distances avec tout ce qui pouvait ressembler à un attachement, surtout avec Laure, surtout avec cette femme qui avait le don troublant de le faire se sentir humain. Il reposa son téléphone et se dirigea vers la baie vitrée qui dominait la mégalopole illuminée. Tokyo s'étendait à perte de vue, océan de néons et de promesses. Demain, il devait rencontrer les dirigeants de Japan Airlines, un contrat qui pouvait représenter des centaines de millions d'euros. Mais tout ce qu'il voyait, c'était le sourire de Laure dans cette robe bleu pâle, et cet homme qui osait poser sa main sur elle comme si elle lui appartenait. Une rage sourde montait en lui, irrationnelle et dévastatrice. Il se surprit à serrer les poings, les jointures blanches sous la tension. Dans le reflet de la vitre, il ne reconnaissait plus l'homme d'affaires implacable qu'il était devenu. Il voyait un homme vulnérable, jaloux, et terriblement conscient de ce qu'il était en train de perdre. Son téléphone vibra de nouveau, un message de son assistante de direction. « Monsieur Morval, j'espère que votre séjour à Tokyo se passe bien. Laure a pris une semaine de congé à partir de demain. Devons-nous reporter vos rendez-vous du lundi ?» 1 semaine. Laure prenait une semaine entière, juste après son départ. Coïncidence ou fuite délibérée? Frédéric ferma les yeux et laissa échapper un rire amer. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il venait de comprendre ce que signifiait vraiment le manque.
Ce vide qui se creusait dans sa poitrine à l'idée que Laure puisse être en train de commencer quelque chose avec un autre. Il retourna vers son téléphone et composa le numéro de sa compagnie aérienne privée. « Préparez mon jet, je rentre à Paris. Demain, première heure. » Tokyo pouvait attendre. Les contrats pouvaient attendre. Certaines batailles ne se livraient qu'à la maison. L'aéroport Charles de Gaulle baignait dans la lumière grise de l'aube parisienne quand le jet privé de Frédéric atterrit sur la piste réservée. 15 heures de vol, 15 heures pendant lesquelles il n'avait cessé de fixer son téléphone, espérant un message de Laure qui n'était jamais venu. Il n'avait pas dormi. Comment aurait-il pu? Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette image, cette complicité évidente entre elle et cet inconnu, cette façon qu'elle avait eue de se blottir naturellement contre lui, comme si c'était sa place légitime. Le trajet jusqu'au siège de Moreval Aviation lui sembla interminable. Paris s'éveillait lentement autour de lui. Les cafés ouvraient leurs terrasses. Les premiers employés se pressaient vers le métro. La Seine scintillait sous un soleil timide. Tout paraissait normal, paisible, alors que lui-même se sentait au bord de l'explosion. Monsieur Moreval, son chauffeur Bernard l'observait dans le rétroviseur avec inquiétude. « Tout va bien. Vous semblez... »« Roulez, Bernard. Plus vite. » La Mercedes franchit les grilles du complexe Moreval Aviation à 8 heures précises. Les tours jumelles de verre et d'acier s'élançaient vers le ciel, testament de 20 ans de travail acharné. D'ordinaire, voir son empire le rassurait. Aujourd'hui, il ne pensait qu'à une chose, trouver Laure. L'ascenseur privé l'emmena directement au 42e étage où se trouvait son bureau. Sa secrétaire, Madame Rousseau, sursauta en le voyant arriver. « Monsieur Moreval, mais vous ne deviez pas rentrer avant jeudi ?» Changement de programme. « Où est Mademoiselle Delmas ?»« Laure ? Mais elle a pris sa semaine de congé hier, comme prévu. Je pensais que vous étiez au courant. » Frédéric se figea. Bien sûr qu'il n'était pas au courant. Il ne s'occupait jamais des détails concernant les congés de ses employés. C'était justement pour éviter ce genre d'attachement. « Elle a dit où elle allait ?» Madame Rousseau hésita. Dans ses yeux, Frédéric lut une surprise mêlée de curiosité. En 15 ans de collaboration, jamais il ne s'était enquis de la vie privée d'un employé. « Non, monsieur. Elle a juste mentionné qu'elle avait des projets personnels. Des projets personnels. » Ces 3 mots résonnèrent dans l'esprit de Frédéric comme une sentence. Il connaissait Laure depuis 2 ans. Elle ne prenait jamais de congés impromptus. Elle était du genre à planifier ses vacances 6 mois à l'avance, à tout organiser dans les moindres détails. Sauf cette fois. Cette fois, elle était partie juste après son départ pour Tokyo. « Monsieur ?» Madame Rousseau l'observait toujours. « Voulez-vous que je reporte vos rendez-vous de la matinée ? Vous avez l'air fatigué, oui. Reportez tout à cet après-midi. » Il s'enferma dans son bureau et se laissa tomber dans son fauteuil en cuir. Les murs étaient tapissés de photos officielles, lui serrant la main de ministre, inaugurant de nouveaux hangars, signant des contrats historiques. Pas une seule image personnelle, pas un seul souvenir qui puisse trahir une émotion. C'était exactement comme il l'avait voulu, froid, professionnel, sous contrôle. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Il ouvrit son ordinateur et consulta les dossiers internes. Le profil de Laure apparut à l'écran. Photo officielle, CV impeccable, évaluations exemplaires. Employé modèle, avait-il écrit lors de sa dernière évaluation. Discrète, efficace, fiable. Des mots si froids pour décrire une femme qui illuminait ses journées sans qu'il ose se l'avouer. Il scrolla plus bas et trouva ses coordonnées personnelles. Son numéro de portable, qu'il connaissait par cœur, mais qu'il n'avait jamais utilisé en dehors du travail. Son adresse dans le 15e arrondissement. Un petit appartement près du parc Suzanne Lenglen, avait-elle mentionné un jour. Sans réfléchir, il composa son numéro. Une sonnerie. 2, 3. « Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Laure Delmas. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. » Sa voix, douce, mélodieuse, avec cette pointe d'accent du Sud qu'elle tentait toujours de masquer. Il raccrocha sans laisser de message. Que lui aurait-il dit, de toute façon? « Bonjour Laure, je viens d'annuler un contrat de 100 millions pour rentrer vous espionner. J'ai découvert que je suis jaloux d'un homme que je ne connais même pas. » Il se leva et fit les 100 pas dans son bureau. Par la baie vitrée, Paris s'étalait sous ses pieds. Quelque part dans cette ville, Laure vivait sa vie. Peut-être avec cet homme de la photo. Peut-être en train de prendre des décisions qui changeraient tout. Son interphone bourdonna. « Monsieur Moreval? Votre frère au téléphone? » Raphaël. Son cadet de 5 ans, le seul être au monde capable de percer ses défenses. Frédéric hésita, puis décrocha. « Tu es rentré plus tôt que prévu ?» dit Raphaël sans préambule. « Problème avec les Japonais ? » « Non, tout va bien.
Menteur, je te connais, Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Silence. Comment expliquer l'inexplicable? Comment admettre qu'une simple photo avait fait s'écrouler des années de self-control? C'est Laure, n'est-ce pas? Frédéric se figea. Pardon? Laure Delmas, ton assessorat de Imprensa, celle que tu évites soigneusement de regarder lors de nos réunions famille-entreprise. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Frédéric, ça fait des mois que maman et moi on observe votre petit manège. Elle qui rougit quand tu entres dans une pièce, toi qui deviens bizarre dès qu'elle prend la parole. Vous êtes pathétiques, tous les deux. Pathétique. Le mot fit mouche. C'était exactement ce qu'il était. Un homme de 41 ans, patron d'un empire, réduit à l'état d'adolescent par une femme qu'il s'interdisait d'aimer. Elle est partie, murmura-t-il malgré lui. Partie comment? En congé, pour une semaine, juste après mon départ. Et je crois qu'elle en a assez d'attendre. Le silence qui suivit fut éloquent. Puis Raphaël éclata de rire, un rire sans méchanceté, mais teinté d'exaspération. Bon sang, Frédéric, tu réalises ce que tu viens de dire? Tu admets enfin que cette femme t'attend depuis des mois, peut-être des années, et au lieu de te réjouir, tu paniques parce qu'elle ose prendre des congés. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu es amoureux, elle aussi, et vous perdez votre temps à jouer au statut. Pendant ce temps-là, la vie passe. Amoureux. Le mot resta suspendu dans l'air comme une accusation. Frédéric ferma les yeux et revit le sourire de Laure dans cette robe bleu pâle. Pas le sourire professionnel qu'elle lui réservait au bureau, mais ce sourire spontané, lumineux qu'elle accordait à cet autre homme. « Il est peut-être trop tard », chuchota-t-il. « Ou peut-être pas, mais tu ne le sauras jamais si tu restes enfermé dans ton bureau à broyer du noir. » Frédéric raccrocha et fixa le téléphone, comme si l'appareil pouvait lui révéler les secrets qu'il cherchait désespérément. Les mots de Raphaël résonnaient encore dans son esprit. « Tu ne le sauras jamais si tu restes enfermé dans ton bureau. » Il avait raison. L'attente passive n'avait jamais été dans la nature de Frédéric Morreval. Quand il voulait quelque chose, un contrat, une acquisition, un marché, il l'obtenait, par la stratégie, l'analyse, la persévérance. Alors pourquoi devrait-il en être autrement avec Laure? Il se dirigea vers son ordinateur et ouvrit le système de messagerie interne. La photo était encore là, dans le groupe « Équipe Direction, urgent ». Son estomac se contracta en la revoyant, mais cette fois il l'observa différemment. Moins comme un coup de poignard, plus comme une pièce à conviction. Qui était cet homme? Et surtout, que représentait-il vraiment pour Laure? Un clic droit, propriété de l'image, métadonnées. Date et heure, hier 15h42. Lieu, géolocalisation approximative vers les jardins du Luxembourg, comme il l'avait deviné. L'image avait été envoyée par erreur depuis le téléphone de Thomas Leroy, responsable marketing junior. Frédéric fronça les sourcils. Thomas travaillait sous les ordres de Laure depuis 6 mois. Timide, efficace, le genre d'employé qui passait inaperçu. Comment avait-il eu accès à cette photo? Il décrocha son téléphone interne. « Madame Rousseau, faites monter Thomas Leroy dans mon bureau, immédiatement. » 10 minutes plus tard, un jeune homme aux cheveux bruns ébouriffés frappait timidement à sa porte. Thomas avait l'air terrifié, ce qui était normal. En temps normal, les employés de son niveau n'avaient jamais d'entretien direct avec le PDG. « Asseyez-vous, Thomas. » Frédéric garda un ton neutre, professionnel. « J'ai reçu une photo envoyée par erreur depuis votre téléphone hier soir, dans le groupe dirigeant. » Le visage de Thomas devint écarlate. « Oh mon Dieu, je suis désolé, monsieur Morval. J'étais avec des amis. J'ai voulu envoyer la photo à ma copine et je me suis trompé de destinataire. C'était vraiment un accident. » Cette photo a été prise où exactement? Près de la fontaine Médicis dans le Luxembourg. On s'est croisé par hasard avec Laure et son ami. Son ami. Pas son copain, pas son compagnon. Son ami. Vous les connaissez tous les deux? Thomas sembla hésiter. Laure, bien sûr, c'est ma responsable. L'autre, c'est la première fois que je le voyais. Il m'a semblé sympa, ils avaient l'air de bien s'entendre. Bien s'entendre comment? La question était sortie plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Thomas sursauta. Je ne sais pas, monsieur. Il parlait, il riait. Laure avait l'air heureuse, détendue. Pas comme au bureau, vous voyez? Pas comme au bureau. Ces mots frappèrent Frédéric de plein fouet. Il réalisa qu'il n'avait jamais vu Laure véritablement détendue, toujours professionnelle, toujours sur ses gardes, comme si elle marchait constamment sur des œufs. À cause de lui, ce sera tout, Thomas. Et la prochaine fois, vérifiez vos destinataires. Le jeune homme partit en s'excusant encore. Frédéric se retrouva seul avec ses questions et une frustration grandissante. Il en savait à peine plus qu'avant. Il passa l'heure suivante à arpenter son bureau,
incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les rapports s'empilaient sur sa table. Son assistante lui rappelait ses rendez-vous décalés, mais rien ne parvenait à chasser l'image de Laure riant avec cet inconnu. Vers midi, n'y tenant plus, il prit une décision qui l'aurait horrifié quelques jours plus tôt. Il quitta son bureau sans prévenir et se rendit au 15e arrondissement. L'adresse de Laure était gravée dans sa mémoire depuis qu'il l'avait consultée ce matin. Un immeuble haussmannien tranquille, rue de la Convention, à quelques pas du parc Suzanne-Lenglen. Il gara sa Mercedes à une centaine de mètres et observa la façade comme un détective privé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'espérait-il découvrir? Son téléphone sonna. Sa mère. « Frédéric, chéri, Raphaël m'a dit que tu étais rentré plus tôt de Tokyo. Tout va bien ?» Marguerite Morreval avait 68 ans et l'intuition redoutable des mères qui connaissent leurs enfants par cœur. « Tout va bien, maman. Tu mens très mal. Viens déjeuner à la maison. J'ai fait ta tarte au citron préférée. » Il allait refuser quand il aperçut une silhouette familière qui sortait de l'immeuble de Laure. Une femme brune, élégante, qu'il reconnut immédiatement. Sylvie Martinez, une amie de Laure, qu'il avait croisée lors de quelques événements d'entreprise. « J'arrive, maman !» Il raccrocha et suivit Sylvie du regard. Elle se dirigeait vers le café du coin, un petit établissement chaleureux avec des tables en terrasse. Frédéric hésita une seconde, puis sortit de sa voiture. Le café sentait l'espresso et les croissants chauds. Sylvie était installée près de la fenêtre, consultant son téléphone. Frédéric commanda un café au comptoir et s'installa à une table voisine, priant pour qu'elle ne le remarque pas. « Laure, c'est moi. Oui, je viens de récupérer tes clés. Non, ton appartement est impeccable comme toujours. » Frédéric tendit l'oreille discrètement. « Alors comment ça se passe avec Antoine? Ah bon, vous avez passé la matinée ensemble? Non, je comprends. Après toutes ces années de silence, ça doit être étrange de le retrouver. Antoine, enfin un nom. Tu as raison. Prends ton temps. L'exposition? Oui, tout est prêt pour vendredi. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne? D'accord, mais promets-moi d'arrêter de te torturer avec cette histoire. Tu mérites d'être heureuse, Laure. » Sylvie raccrocha et Frédéric sentit son cœur battre la chamade. Une exposition? Laure préparait une exposition? Et qui était cet Antoine qu'elle retrouvait après toutes ces années de silence? Il termina son café rapidement et retourna à sa voiture, l'esprit en ébullition. En 20 minutes de conversation surprise, il en avait appris plus sur la vie personnelle de Laure qu'en 2 ans de collaboration quotidienne. Elle avait des secrets, des projets, un passé qu'elle ne partageait pas, et un certain Antoine qui venait de refaire surface dans sa vie. Sur le chemin vers la maison familiale de Neuilly, Frédéric réfléchit intensément. L'enquêteur en lui était en éveil, mais l'homme amoureux souffrait. Chaque information glanée était à la fois un soulagement et une torture. Une chose était certaine, il ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce qu'il ressentait, ni laisser Laure disparaître de sa vie sans se battre, même si cela signifiait affronter ses propres démons et risquer de tout perdre, même si cela signifiait admettre que le milliardaire implacable n'était, au fond, qu'un homme terrifié à l'idée d'aimer. La maison familiale de Neuilly baignait dans l'odeur familière de tarte au citron et de lavande que Marguerite Morreval cultivait dans son jardin depuis 40 ans. Frédéric poussa la grille en fer forgé avec un pincement au cœur. Ce lieu avait toujours été son refuge quand le monde des affaires devenait trop lourd à porter. « Mon fils !» Marguerite apparut sur le perron, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, un sourire inquiet aux lèvres. « Tu as une mine épouvantable. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle l'entraîna vers la cuisine ensoleillée où s'étalaient les vestiges de sa préparation matinale. Frédéric s'installa à la table en chêne massif où il avait fait ses devoirs enfant, où il avait annoncé ses premières victoires commerciales, où il avait pleuré la mort de son père. « Raconte-moi » dit-elle simplement en lui servant une part de tarte encore tiède. Frédéric hésita. Comment expliquer à sa mère qu'il était en train de perdre la raison pour une employée qu'il s'interdisait d'aimer? Comment avouer qu'il avait abandonné un contrat de plusieurs millions pour espionner la femme qui hantait ses pensées? « Il y a quelqu'un » finit-il par murmurer. Le visage de Marguerite s'illumina. « Enfin, je commençais à croire que tu finirais ta vie mariée à tes avions. Comment s'appelle-t-elle ?»« Laure. Laure Delmas. La jeune femme qui travaille avec toi? Celle aux yeux verts qui rougit chaque fois que je viens au bureau ?» Frédéric sursauta. « Tu l'as remarqué ?»« Mon chéri, toute la famille l'a remarqué. Sauf toi, apparemment. » Elle s'installa en face de lui, ses yeux pétillants de curiosité bienveillante. « Alors, qu'est-ce qui te retient ?» Elle voit quelqu'un d'autre. Ou du moins, c'est ce que je crois. Il lui raconta tout. La photo, son retour précipité, l'enquête improvisée de ce matin.
Marguerite l'écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. « Antoine », répéta-t-elle quand il eut terminé. « Ce nom me dit quelque chose. Attends. » Elle disparut dans son salon et revint avec un album photo. « Regarde ça. La dernière soirée de charité de l'entreprise, celle où ton père a été honoré à titre posthume. » Frédéric examina les photos. Il se souvenait de cette soirée, 2 ans plus tôt, juste après l'arrivée de Laure dans l'équipe. Sur l'une des images, il aperçut Laure en conversation avec un homme élégant, cheveux bruns, sourire chaleureux. « C'est lui », murmura-t-il, reconnaissant immédiatement le visage de la photo du Luxembourg. « Antoine Mercier », lut Marguerite sur la légende manuscrite qu'elle avait ajoutée. « Je me souviens maintenant, un photographe indépendant qui couvrait l'événement. Très sympa. Il m'avait dit qu'il connaissait Laure depuis l'enfance. Il venait du même village près d'Avignon. Un photographe. Ami d'enfance. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Maman, tu as encore ses coordonnées ? Probablement dans mon carnet. Mais Frédéric, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il ne répondit pas. Son esprit était déjà en mode stratégique. De retour chez lui, dans son appartement de l'avenue Foch, il ouvrit son ordinateur et tapa « Antoine Mercier photographe Paris » dans le moteur de recherche. Les résultats apparurent immédiatement. Un site web professionnel sobre et élégant. Antoine Mercier, photographe spécialisé dans les portraits et les événements culturels. 35 ans, diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Frédéric cliqua sur la galerie « Portrait ». Le travail était remarquable. Des visages saisis dans leur vérité la plus pure, des émotions capturées avec une sensibilité rare. Puis il vit l'onglet « Personnel » et son cœur s'accéléra. Quelques photos de voyages, de paysages provençaux et une section « Amis ». Là, au milieu d'autres clichés, une photo de Laure, pas la Laure du bureau, chemisier strict et chignon parfait. Cette Laure-là était assise dans un champ de lavande, pieds nus, cheveux au vent, un sourire spontané illuminant son visage. En dessous, une simple légende. Laure était 2019, retour aux sources, 4 ans plus tôt, bien avant qu'elle ne commence à travailler pour lui. Frédéric étudia l'image longuement. Il découvrait une Laure qu'il n'avait jamais vue, libre, naturelle, rayonnante, loin de l'environnement feutré des bureaux et des contraintes professionnelles. Son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Alors, du nouveau dans ton enquête digne d'un thriller ?» Au lieu de répondre, Frédéric continua ses recherches. Il trouva des articles de journaux locaux mentionnant Antoine Mercier, une exposition sur la Provence contemporaine, un prix régional de photographie, et soudain, un détail qui lui glaça le sang. Un article du Nice Matin datant de 6 mois. Le photographe Antoine Mercier finalise son divorce et prépare son retour à Paris après 5 ans d'absence. Divorce récent. Retour à Paris. Retrouvailles avec une amie d'enfance. Frédéric ferma l'ordinateur d'un geste brusque. L'enquêteur en lui avait obtenu ses réponses, mais l'homme amoureux souffrait 1000 morts. Antoine n'était pas n'importe qui dans la vie de Laure. C'était son passé, ses racines, son histoire avant lui. Et maintenant qu'il était libre et de retour, il se servit un verre de whisky et s'installa sur son canapé en cuir face aux baies vitrées qui dominaient Paris. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit naissante, mais il ne voyait que le sourire de Laure dans ce champ de lavande. Ce bonheur qu'il ne lui avait jamais vu au bureau, parce qu'avec lui, elle était toujours sur ses gardes, toujours professionnelle, jamais elle-même. Son téléphone sonna, numéro inconnu. « Allô? Monsieur Morval? Antoine Mercier à l'appareil. » Frédéric faillit lâcher son verre. « Comment avez-vous eu mon numéro? Votre mère me l'a donné. Elle m'a dit que vous souhaitiez me parler. » Marguerite. « Évidemment. » « En effet. Pouvons-nous nous voir? » « Bien sûr. J'avoue être curieux. Laure m'a beaucoup parlé de vous. » Cette phrase résonna comme un coup de tonnerre. Laure parlait de lui à Antoine. En bien, en mal? Comme d'un patron tyrannique ou autre chose? « Demain, 18h, café de Flore ?» proposa Antoine. « Parfait. » Après avoir raccroché, Frédéric resta immobile, fixant son reflet dans la vitre. Demain, il rencontrerait l'homme qui faisait sourire Laure comme lui n'avait jamais su le faire. Demain, il saurait enfin s'il avait encore une chance, ou s'il était déjà trop tard. Le café de Flore baignait dans cette lumière dorée de fin d'après-midi qui rendait Paris si photogénique. Frédéric arriva avec 15 minutes d'avance, choisit une table d'angle qui lui permettait d'observer la salle et commanda un expresso qu'il ne toucherait pas. Ses mains tremblaient légèrement. Ridicule. Il avait négocié avec des ministres, signé des contrats à plusieurs zéros devant des assemblées d'actionnaires implacables, mais l'idée de rencontrer Antoine Mercier le rendait nerveux, comme un adolescent. À 18h précises, un homme brun poussa la porte du café.
Grand, décontracté, un appareil photo vintage suspendu à l'épaule. Il balaya la salle du regard et sourit en reconnaissant Frédéric. « Monsieur Maureval ?» Antoine s'approcha, main tendue. Sa poignée de main était ferme, son sourire sincère. Pas d'arrogance, pas de défi, juste une curiosité bienveillante qui déstabilisa Frédéric. « Appelez-moi Frédéric. Merci d'avoir accepté de me voir. Tout le plaisir est pour moi. » Antoine s'installa en face de lui, commanda un thé. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» Frédéric l'observa discrètement. L'homme était séduisant, sans conteste, mais pas dans le genre businessman alpha qu'il avait imaginé. Antoine dégageait une douceur naturelle, une simplicité qui contrastait avec l'univers impitoyable dans lequel évoluait Frédéric. « Vous connaissez Laure depuis longtemps, » commença-t-il prudemment. « Depuis nos 16 ans. Nous étions au lycée ensemble à Avignon. » Le visage d'Antoine s'illumina. Une fille brillante, têtue comme une mule, et qui rêvait de conquérir Paris. Je suis fier de voir qu'elle y est arrivée. Vous étiez proche ? Antoine sourit avec une pointe de nostalgie. On peut dire ça. Première relation sérieuse pour nous deux. On s'aimait avec cette intensité maladroite de l'adolescence. Puis nos routes se sont séparées. Moi en école de photo, elle en communication. La vie, quoi. Frédéric sentit sa gorge se serrer. Et maintenant ? Maintenant, je sors d'un divorce difficile et Laure traverse une période compliquée. Compliquée comment ? Antoine hésita, tourna sa cuillère dans son thé. « Écoutez, Frédéric, je peux vous appeler Frédéric. Laure parle beaucoup de vous, beaucoup trop même. En mal ? Au contraire. » Antoine le regarda droit dans les yeux. « C'est bien le problème. » Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Frédéric sentit son cœur battre plus fort. « Elle vous aime, » reprit Antoine avec une simplicité désarmante. « Ça crève les yeux. Depuis 2 ans qu'elle travaille pour vous, elle n'a jamais réussi à vous sortir de sa tête. Alors pourquoi elle ne vous l'a jamais dit ?» Antoine eut un rire sans joie. « Parce que vous lui faites peur, Frédéric. Vous et votre monde de milliardaires où tout se négocie, où rien n'est jamais gratuit. » Chaque mot était un coup au cœur. Frédéric découvrait avec horreur l'image qu'il renvoyait, pas celle du patron respecté qu'il croyait être, mais celle d'un homme inaccessible, froid, terrifiant. La photo qu'elle a postée par erreur hier, une erreur de Thomas, pas de Laure. Nous nous sommes croisés par hasard dans le Luxembourg. Elle était sortie pour réfléchir. Réfléchir à quoi ? Antoine soupira. À vous, à cette situation impossible qu'elle vit depuis des mois, à ce patron qu'elle aime en secret et qui la traite comme une employée lambda. Ce n'est pas... Bien sûr que si. Antoine se pencha vers lui. Vous savez combien de fois elle reste au bureau après votre départ? Combien de soirées elle passe à parfaire des dossiers qui sont déjà parfaits, juste pour vous impressionner? Combien de week-ends elle sacrifie pour être irréprochable? Frédéric ferma les yeux. Il revoyait Laure, toujours impeccable, toujours efficace, toujours seule. Elle mérite mieux qu'un amour à sens unique, poursuivit Antoine doucement. C'est pour ça qu'elle envisage de démissionner. Quoi? Frédéric rouvrit les yeux, panique. Elle a pris cette semaine pour réfléchir à son avenir, professionnellement et personnellement. Antoine but une gorgée de thé. J'ai essayé de la convaincre de se battre, de vous dire ce qu'elle ressent. Mais elle est persuadée que vous ne la voyez que comme un rouage dans votre machine. Vous vous trompez. Vraiment? Le regard d'Antoine se durcit légèrement. Alors expliquez-moi pourquoi en 2 ans, vous ne lui avez jamais demandé comment elle allait vraiment. Pourquoi vous ne connaissez rien de ses rêves, de ses projets personnels? Pourquoi elle se sent invisible quand elle est avec vous? Frédéric encaissa chaque reproche comme une gifle méritée. C'était vrai. Il connaissait Laure la professionnelle, mais ignorait tout de Laure la femme. Cette exposition dont Sylvie parlait... Ah, vous êtes au courant? Antoine sourit tristement. Laure photographie depuis des années. Des portraits de gens ordinaires, des scènes de rue, son rêve secret. Elle expose vendredi dans une petite galerie de Montmartre, son premier vernissage. Elle ne m'en a jamais parlé, parce qu'elle pense que ça ne vous intéresserait pas, que vous trouveriez ça futile comparé à vos contrats en millions. Frédéric se tut, accablé. Il découvrait une Laure qu'il avait côtoyée pendant 2 ans sans jamais la voir vraiment. Une femme créative, passionnée, qui cachait ses rêves par peur de ses jugements. « Vous l'aimez » demanda-t-il soudain. Antoine le regarda longuement. « J'ai aimé l'adolescente qu'elle était. J'ai de l'affection pour la femme qu'elle est devenue. Mais non, je ne suis pas amoureux d'elle. Pas comme vous. Comment vous... Ça se voit. Cette façon que vous avez de prononcer son prénom, cette tension dans vos épaules quand vous en parlez, vous êtes fou d'elle. » Frédéric hocha lentement la tête. « Depuis le premier jour où elle est entrée dans mon bureau. Mais j'ai cru que garder mes distances était la meilleure solution. Pour qui? Pour elle ou pour vous?
La question resta suspendue entre eux. Antoine consulta sa montre et se leva. « J'espère que cette conversation vous aura servi à quelque chose, Frédéric, parce que Laure va prendre une décision définitive à la fin de sa semaine de congé. » « Une décision ? Démissionner et recommencer ailleurs, loin de vous. » Il posa quelques pièces sur la table. « À moins que vous ne lui donniez une raison de rester. » Antoine disparut dans la foule parisienne, laissant Frédéric seul avec ses révélations. Il resta immobile un long moment, fixant sa tasse d'expresso froid. Laure l'aimait, mais elle souffrait en silence depuis 2 ans, et dans quelques jours, elle allait peut-être disparaître de sa vie pour toujours. Il sortit son téléphone et tapa « Galerie Montmartre Exposition Photo » dans le moteur de recherche. Il était temps de découvrir qui était vraiment Laure Delmas. Galerie Lumière, 18 rue des Abbesses, Montmartre. Vernissage, vendredi 20h. Regards invisibles. Photographie de Laure Delmas. Frédéric relut l'adresse pour la 10e fois, assis dans sa Mercedes garée au pied de la butte Montmartre. 2 jours s'étaient écoulés depuis sa conversation avec Antoine, 2 jours pendant lesquels il n'avait cessé de retourner chaque mot, chaque révélation dans son esprit. Laure l'aimait, mais elle souffrait, et dans 48 heures, elle exposerait son âme dans cette petite galerie qu'il venait de localiser. Il descendit de voiture et gravit les pavés en pente douce. Montmartre, à 17 heures, avait cette atmosphère particulière, artistes de rue, cafés bondés, touristes émerveillés par le charme bohème du quartier. Un monde à 1000 lieues des tours de verre de la Défense, où il évoluait habituellement. La galerie était nichée entre une boulangerie artisanale et un magasin de vinyle vintage. Petite façade discrète, vitrine encore vide, mais où l'on devinait les préparatifs. Frédéric s'approcha et aperçut des silhouettes qui s'affairaient à l'intérieur. « Nous ouvrons vendredi soir », dit une voix derrière lui. Il se retourna et découvrit une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris artistiquement ébouriffés, sourire chaleureux. Claire Fontaine, propriétaire de la galerie, d'après la plaque sur la porte. « Je m'intéresse à l'exposition de Laure Delmas », dit-il. Le visage de Claire s'illumina. « Ah, vous la connaissez ? C'est merveilleux. Son travail est vraiment extraordinaire, vous savez. Il y a une sensibilité rare dans ses clichés. Pourrais-je jeter un coup d'œil ? Je suis un ami. » Claire hésita, puis sourit. « Pourquoi pas ? Mais ne dites rien alors. Elle veut garder la surprise jusqu'à vendredi. » Elle l'entraîna à l'intérieur. L'espace était petit mais élégamment aménagé. Murs blancs immaculés, éclairage subtil. Et partout, suspendus avec soin, les photographies de Laure. Frédéric s'immobilisa, le souffle coupé. Il s'attendait à du travail d'amateur, des clichés sympathiques sans plus. Ce qu'il découvrait était bien différent. Sur chaque tirage, Laure avait capturé quelque chose d'invisible au premier regard. L'émotion fugace d'un passant, la solitude d'une femme âgée dans un café, l'espoir dans les yeux d'un enfant regardant une vitrine de jouets. « Elle a l'œil », murmura Claire en l'observant. Cette capacité rare de voir ce que les autres ignorent, l'humanité brute, sans phare. Frédéric s'arrêta devant un triptyque intitulé « Attente ». 3 scènes de gare, voyageurs qui attendaient, scrutaient l'horizon, espéraient. Sur chaque visage, la même expression de vulnérabilité, mêlée de détermination. « Celle-ci est ma préférée », continua Claire, en désignant une photo isolée sur le mur du fond. Frédéric s'approcha et sentit son cœur s'arrêter. Le cliché montrait un homme d'affaires vu de dos, debout devant une immense baie vitrée, regardant la ville. Silhouette familière, posture reconnaissable. « Solitude dorée », lut-il sur le cartel. C'était lui, pris à son insu dans son propre bureau, probablement un soir où il était resté tard. Sur l'image, il paraissait infiniment seul malgré son empire, fragile malgré sa puissance. « Elle vous connaît bien », observa Claire doucement, pour saisir cette mélancolie derrière le succès apparent. Frédéric ne répondit pas. Il continuait de fixer son propre reflet photographique, découvrant comment Laure le voyait vraiment. Pas le patron implacable qu'il croyait incarner, mais un homme seul qui regardait le monde depuis sa tour d'ivoire. « Excusez-moi », murmura-t-il avant de sortir précipitamment. Dehors, l'air frais le gifla. Il s'appuya contre un réverbère, tentant de reprendre contenance. En quelques minutes, il venait de découvrir une Laure qu'il ne soupçonnait pas. Artiste talentueuse, regard acéré, capable de percer les âmes à nu, y compris la sienne. Son téléphone vibra. Raphaël. « Alors, des nouvelles de ta belle ? Maman m'a dit que tu avais rencontré le fameux Antoine. C'est compliqué. » Traduit. Frédéric remonta vers sa voiture en parlant, racontant à son frère sa conversation avec Antoine, la découverte de la galerie, cette photo de lui qui le hantait déjà. « Attends, » dit Raphaël après un silence. « Tu me dis que cette femme t'aime depuis 2 ans,
qu'elle te photographie en secret, et que toi tu restes planté là à analyser la situation comme un rapport financier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu arrêtes de te comporter comme un robot. Frédéric, cette femme vient de te montrer ton âme en photo. Tu crois vraiment que c'est un hasard si elle expose maintenant? Que veux-tu dire? Réfléchis. Elle sait que tu découvriras forcément l'exposition. Montmartre n'est pas si grand. Peut-être que c'est sa façon de te parler sans avoir à prendre le risque de te dire les mots. L'idée fit son chemin dans l'esprit de Frédéric. Et si Raphaël avait raison? Et si cette exposition était un message? Une dernière tentative avant de partir? Il faut que j'aille au vernissage, dit-il soudain. Enfin. Mais attention, ne débarque pas comme le PDG de Moreval Aviation. Vas-y comme Frédéric. Juste Frédéric. Après avoir raccroché, Frédéric resta un moment immobile dans sa voiture. Vendredi soir. Dans 2 jours, Laure révélerait son travail au monde, et lui serait là. Pas pour juger, pas pour analyser, pour découvrir enfin qui était vraiment la femme qu'il aimait. Et peut-être s'il en trouvait le courage pour lui montrer qui il était vraiment aussi. Pas le milliardaire inaccessible qu'elle craignait, mais l'homme qui tremblait à l'idée de la perdre. Il démarra et redescendit vers le centre de Paris, une étrange sensation de vertige au cœur. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il allait se rendre quelque part sans agenda, sans stratégie, sans contrôle. Il allait juste suivre son cœur et espérer qu'il ne soit pas trop tard pour rattraper 2 ans de silence et de malentendus. Vendredi, J2. L'échéance approchait, et avec elle, le moment de vérité qu'il redoutait et espérait à la fois. Vendredi matin, 6h45. Frédéric se réveilla avant son réveil, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des années. Son corps était tendu comme un ressort, son esprit déjà en ébullition. Aujourd'hui était le jour J. Il se doucha longuement, tentant de calmer ses nerfs sous l'eau brûlante. Dans quelques heures, il verrait Laure. Pour la première fois depuis cette photo maudite qui avait tout déclenché. Pour la première fois depuis qu'il savait qu'elle l'aimait, et il ne savait toujours pas quoi lui dire. Son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Courage, frangin. Aujourd'hui, tu récupères ta vie, sa vie, comme si elle lui avait échappé sans qu'il s'en aperçoive. » En réalité, c'était exactement ce qui s'était passé. Pendant qu'il construisait son empire, négociait ses contrats et accumulait les succès, sa vraie vie, celle qui comptait vraiment, lui glissait entre les doigts. À 9h, il était dans son bureau, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les rapports s'empilaient, les appels restaient sans réponse. Madame Rousseau l'observait avec inquiétude depuis 3 jours. Monsieur Moreval, le ministre des Transports au téléphone. Rappelez demain. Mais c'est urgent concernant le contrat Air France. Demain, Madame Rousseau. Elle repartit en murmurant, visiblement troublée. En temps normal, Frédéric ne reportait jamais un appel ministériel. Mais aujourd'hui n'était pas un jour normal. À 15h, n'y tenant plus, il quitta son bureau et roula sans but dans Paris. Les rues défilaient dans un brouillard. Scènes scintillantes, terrasses animées, vie parisienne qui continuait comme si rien n'allait changer ce soir. Mais pour lui, tout allait peut-être changer. Il se retrouva devant la boutique Hermès de la rue Saint-Honoré sans savoir pourquoi. Un foulard en vitrine attira son attention, soie bleu pâle parsemée de petites fleurs blanches. La couleur de la robe de Laure dans cette photo qui avait tout déclenché. « Je peux vous aider ?» demanda la vendeuse. « Ce foulard? Combien? 850 €, monsieur. » Il l'acheta sans négocier, sans même y réfléchir. Un geste stupide peut-être, mais qui lui donnait l'impression de faire quelque chose de concret. 18h. Il rentra chez lui pour se changer. Que porter quand on s'apprête à révolutionner sa vie? Costume, comme toujours. Ou quelque chose de plus humain. Il opta finalement pour un pantalon sombre et une chemise blanche sans cravate. Décontracté mais élégant. Frédéric l'homme, pas Frédéric le PDG. Dans le miroir de sa salle de bain, il ne reconnaissait pas tout à fait le reflet qui lui faisait face. Cet homme aux yeux brillants d'appréhension, aux mains légèrement tremblantes, ce n'était pas le patron implacable de Moreval Aviation. C'était juste un homme amoureux. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Laure se préparait elle aussi dans son petit appartement du 15e arrondissement. Robe noire simple, cheveux lâchés sur ses épaules, maquillage discret qui soulignait ses yeux verts. Elle était belle et terrifiée. « Tu es magnifique », dit Sylvie en ajustant une dernière mèche rebelle. « Et ton travail est extraordinaire. Ce soir, Paris va découvrir Laure Delmas, l'artiste. J'ai peur, Sylvie. De quoi? De réussir? De me tromper. De rêver éveillé. » Laure fixa son reflet dans le miroir. « Et s'il ne vient pas? Qui ça, il? Tu le sais très bien. » Sylvie soupira. Depuis une semaine, son ami oscillait entre espoir et désespoir.
Cette exposition était devenue bien plus qu'un vernissage artistique, c'était un appel du cœur, un message lancé dans l'espoir qu'il soit reçu par la bonne personne. Laure, écoute-moi bien, que Frédéric Maureval vienne ou pas ce soir, tu es en train de réaliser ton rêve. Concentre-toi là-dessus. Tu as raison. Laure inspira profondément. De toute façon, lundi, j'aurais pris ma décision. Quelle décision? Démissionner, recommencer ailleurs. J'ai assez attendu. 19 heures. Antoine frappa à la porte. Prête pour ton grand soir? Il l'embrassa amicalement sur les joues. Tu es resplendissante. Merci d'être là. Toujours, tu le sais. Il hésita. J'ai quelque chose à te dire, Laure, concernant ton patron. Frédéric, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a contacté. Nous nous sommes vus mercredi. Laure se figea. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il est fou de toi et qu'il vient enfin de s'en rendre compte. Les jambes de Laure se dérobèrent. Elle dut s'asseoir. Il t'a dit ça. Pas avec ces mots, mais c'était évident. Laure, cet homme est terrorisé à l'idée de te perdre. Je pense qu'il va venir ce soir. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je lui ai dit que tu allais démissionner. Antoine, tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. En tant qu'ami qui en a marre de vous voir souffrir tous les deux. Il s'agenouilla devant elle. Laure, donne-lui une chance. Donne-vous une chance. 19h30. Frédéric était dans sa voiture, garée à 2 rues de la Galerie. Son cœur battait si fort qu'il en avait le vertige. Le petit paquet Hermès était posé sur le siège passager, accusateur. Son téléphone sonna. Raphaël, encore. Tu y es? Presque. Frédéric, écoute-moi. Quoi que tu fasses ce soir, sois sincère. Pas de stratégie, pas de calcul, juste la vérité. Et si elle ne veut plus de moi? Alors, au moins, tu auras essayé. Mais je pense que tu te trompes. 20h moins 5. Les premiers invités commençaient à arriver Galerie Lumière. Frédéric les observait de loin. Artiste, journaliste, ami de Laure qu'il ne connaissait pas. Son monde à elle, qu'il avait ignoré pendant 2 ans. Il sortit de sa voiture, glissa le paquet dans sa poche intérieure et remonta lentement la rue des Abbesses. À chaque pas, son cœur battait plus fort. À chaque pas, il se rapprochait du moment de vérité. Dans quelques minutes, il verrait Laure, et sa vie changerait pour toujours, d'une façon ou d'une autre. La Galerie Lumière vibrait déjà de conversations animées quand Frédéric poussa la porte vitrée. L'espace, transformé par la foule et les lumières tamisées, lui sembla à la fois plus petit et plus intimidant que lors de sa visite clandestine. Il balaya la salle du regard, cherchant Laure, des visages inconnus, des rires, des verres qui s'entrechoquent. Puis il la vit. Elle se tenait près du mur du fond, exactement devant la photo intitulée « Solitude dorée ». Sa photo à lui. Robe noire simple qui soulignait sa silhouette, cheveux libres qui accrochèrent la lumière, sourire poli mais tendu qu'elle arborait face à un journaliste local. Frédéric se figea. Même à distance, elle était éblouissante. Mais il y avait quelque chose de différent dans son port de tête, une assurance nouvelle qu'il ne lui connaissait pas au bureau. Frédéric? Il se retourna et découvrit Claire Fontaine, un verre de champagne à la main. « Vous êtes venu? Laure va être... » « Ne lui dites rien, coupa-t-il rapidement. « Pas encore. » Claire hocha la tête avec un sourire complice. « Prenez le temps de découvrir son univers. C'est magnifique, n'est-ce pas ?» Il accepta le verre qu'elle lui tendait et commença sa déambulation. Chaque photo révélait une facette de Laure qu'il n'avait jamais soupçonnée. Son regard acéré sur l'humanité, sa capacité à saisir l'émotion pure, cette sensibilité qu'elle cachait si bien derrière sa façade professionnelle. « Bonsoir. » La voix le fit sursauter. Sylvie Martinez se tenait à côté de lui, élégante dans un ensemble bordeaux. « Sylvie, bonsoir. Je ne pensais pas vous voir ici. » Son ton était neutre, mais ses yeux le jaugeaient. « Laure ne m'avait pas dit qu'elle vous avait invité. Elle ne l'a pas fait. »« Ah !» Silence pesant. « Puis-je savoir ce qui vous amène alors ?» Frédéric la regarda dans les yeux. « Laure. » La simplicité de sa réponse sembla désarmer Sylvie. Son expression se radoucit légèrement. « Elle ne sait pas que vous êtes là. Non. Elle va avoir un choc. Je l'espère. » Sylvie l'observa un moment, semblant peser ses mots. « Monsieur Maureval, Frédéric, cette femme vous aime depuis 2 ans. Ne la brisez pas davantage. Ce n'est pas mon intention. » « Alors prouvez-le. » Elle s'éloigna, le laissant seul face aux photos. Il continua sa découverte, s'arrêtant devant chaque cliché, comprenant peu à peu l'univers secret de Laure, jusqu'à ce qu'une voix familière le fasse se retourner. « Elle a du talent, n'est-ce pas ?» Antoine venait d'apparaître à ses côtés, décontracté dans un jean et une veste de lin. « Extraordinaire !» murmura Frédéric. « Je ne savais pas. C'est bien le problème. » Antoine but une gorgée de champagne. « Vous ne savez rien d'elle, en fait. J'essaie d'apprendre. Il va falloir être patient et sincère. » Antoine le regarda intensément.
Elle est fragile sous ses airs d'assurance, plus fragile que vous ne l'imaginez. À cause de moi? Entre autres. Un mouvement près de l'entrée attira leur attention. Laure venait de remarquer un nouvel arrivant et s'excusait auprès du groupe qui l'entourait. Frédéric suivit son regard et sentit son cœur s'emballer. Elle l'avait vu. Le temps sembla se suspendre. À travers la foule, leurs regards se croisèrent et se verrouillèrent. Laure pâlit, porta instinctivement une main à sa gorge. L'espace d'une seconde, elle eut l'air de vouloir fuir. Puis elle se ressaisit et commença à se frayer un chemin vers lui. « Courage !» murmura Antoine, avant de s'éclipser discrètement. Frédéric resta immobile, hypnotisé par cette femme qui s'approchait de lui avec la grâce d'une danseuse et la détermination d'une guerrière. Autour d'eux, les conversations continuaient. Mais il n'entendait plus que les battements de son propre cœur. Frédéric. Sa voix était plus rauque que d'habitude. Émotion contenue, surprise, peut-être un soupçon de colère aussi. Laure. Ils se tenaient face à face, séparés par moins d'1 mètre et 2 ans de non-dit. Elle était encore plus belle de près, sa peau laiteuse légèrement rosie par l'émotion, ses yeux verts brillants d'une intensité nouvelle. « Que faites-vous ici ?»« J'ai découvert votre exposition. J'ai voulu voir. » « Comment ?» Il hésita. Lui expliquer son enquête de détective privé, mentionner sa conversation avec Antoine. « Par hasard, » mentit-il. Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait à percer ses motivations. Puis ses yeux se posèrent sur la photo derrière lui. « Solitude dorée. Vous l'avez reconnue ? Comment aurais-je pu ne pas la reconnaître ? Vous n'étiez pas censé la voir. Aucune de ces photos n'était censée... » Elle s'interrompit, visiblement troublée. « Pourquoi cette photo, Laure ?» Elle détourna le regard, fixant un point invisible par-dessus son épaule. « Vous ne comprendriez pas. Essayez. » Le défi dans sa voix la força à le regarder de nouveau. Dans ses yeux, il lut tant d'émotions contradictoires qu'il en eut le vertige. « Parce que c'est comme ça que je vous vois, » murmura-t-elle finalement. « Seul, malgré tout ce qui vous entoure, malgré votre réussite, vos contrats, votre empire, seul. » Chaque mot était un coup au cœur et un baume à la fois. Elle le voyait, vraiment, au-delà du masque, au-delà des apparences. « Laure, non. » Elle leva une main pour l'arrêter. « Ne dites rien, pas ici, pas maintenant. » Autour d'eux, quelques invités commençaient à les observer discrètement. Le patron milliardaire et son employé, face à face devant une photo de lui qu'elle avait prise en secret. Les langues allaient se délier. « Félicitations, » dit-il finalement. « Votre travail est bouleversant. Merci. » Il sortit le petit paquet Hermès de sa poche intérieure. « J'ai pensé à vous. » Laure regarda l'écrin avec stupéfaction. « Frédéric, je ne peux pas... »« Si. S'il vous plaît. » Elle prit le paquet d'une main tremblante, l'ouvrit délicatement. Le foulard de soie apparut bleu pâle et fleur blanche, exactement la couleur de sa robe sur cette photo qui avait tout déclenché. « Comment vous... » Elle leva des yeux incrédules vers lui. « La photo dans le Luxembourg. Cette couleur vous allait si bien. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Autour d'eux, les conversations avaient baissé d'un ton. Ils étaient devenus le spectacle involontaire de la soirée. « Il faut que j'y aille, » murmura Laure. « Mes invités... » « Bien sûr. » Elle fit quelques pas, puis se retourna. « Frédéric, merci. Pour être venu. Ça compte énormément. » Elle disparut dans la foule, le laissant seul avec ses questions et une certitude nouvelle. Ce soir avait tout changé. Maintenant, il ne restait plus qu'à savoir dans quelle direction. Minuit approchait quand les derniers invités quittèrent la galerie Lumière. Frédéric était resté, silencieux dans un coin, observant Laure naviguer entre félicitations et interviews impromptues. Elle rayonnait, mais il percevait la tension dans ses épaules, cette façon qu'elle avait de chercher son regard de temps en temps avant de détourner rapidement les yeux. Claire éteignait les projecteurs un à un, laissant les photos dans une pénombre douce et mystérieuse. Sylvie et Antoine étaient repartis depuis 1 heure, non sans avoir longuement salué Laure et jeté des regards entendus vers Frédéric. « Magnifique soirée », dit Claire en rangeant quelques verres. « Laure, je pense que nous pouvons parler d'un vrai succès. 3 ventes déjà et plusieurs journalistes intéressés. » Laure hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Frédéric. « Claire, pourriez-vous nous laisser quelques minutes ?»« Bien sûr, je finis de ranger dans l'arrière-boutique. » Claire disparut discrètement, les laissant seuls dans la galerie silencieuse. Le silence s'étira, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Laure avait gardé le foulard Hermès à la main, le caressant nerveusement entre ses doigts. « Vous n'auriez pas dû venir, dit-elle finalement. « Pourquoi ? Parce que... » Elle chercha ses mots. « Parce que ça complique tout. » Frédéric s'approcha lentement, s'arrêtant devant la photo « Solitude dorée ». Dans la pénombre, son reflet photographique semblait encore plus mélancolique.
Antoine m'a dit que vous alliez démissionner. » Laure tressaillit. « Il n'aurait pas dû. »« C'est vrai ?»« Oui. » Le mot claqua comme une gifle. Frédéric ferma les yeux, encaissant le coup. « À cause de moi ? À cause de nous ?» Laure s'approcha à son tour, jusqu'à se tenir à quelques centimètres de lui. « À cause de cette situation impossible que nous vivons depuis 2 ans. » « Quelle situation ? Ne faites pas l'innocent, Frédéric. » Sa voix tremblait légèrement. « Vous savez très bien ce qui se passe entre nous. Ces regards, ces silences, cette tension permanente. Je n'en peux plus. Alors pourquoi partir? Pourquoi ne pas... Quoi? Vous dire que je suis amoureuse de vous depuis le premier jour. » Les mots jaillirent d'elle comme un barrage qui cède. « Avouer que je reste au bureau jusqu'à des heures impossibles, juste pour avoir quelques minutes de plus avec vous? Reconnaître que je guette votre retour de voyage comme une adolescente pathétique? » Chaque aveu était un coup de poignard et une délivrance. Frédéric la regardait, hypnotisé par cette femme qui explosait enfin après des mois de retenue. « Laure, non, laissez-moi finir. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Vous voulez savoir pourquoi cette photo? Pourquoi je vous épie en secret? Parce que c'est le seul moment où vous baissez la garde. Le seul moment où je vois l'homme derrière le patron. Et j'ai eu envie de capturer ça, cette vulnérabilité que vous cachez si bien. »« Vous ne cachez rien du tout, » murmura-t-il. « Pardon ?» Il se tourna vers elle, plongeant son regard dans le sien. « Votre vulnérabilité, elle est là, constamment. Dans vos yeux quand vous me regardez, dans votre façon de rougir quand nos mains se frôlent, dans ces silences un peu trop longs quand je vous parle. Alors pourquoi je n'ai rien dit ?» Il eut un rire amer. « Par lâcheté, par peur de détruire ce que j'ai mis 20 ans à construire. Mon père s'est ruiné pour une femme, Laure. Il a failli couler l'entreprise par amour. J'ai grandi avec cette terreur. Je ne suis pas elle. Non, vous êtes bien pire. » Il s'approcha encore jusqu'à sentir son souffle. « Vous pourriez me faire tout abandonner. Mes contrats, mon empire, mes certitudes, tout. Et ça me terrifie. » Laure le fixait, bouche entr'ouverte. « Frédéric, cette photo que vous avez reçue par erreur, elle a tout déclenché. En voyant votre sourire avec Antoine, j'ai compris que j'étais en train de vous perdre, et j'ai paniqué. C'est pour ça que vous êtes rentré de Tokyo. J'ai annulé un contrat de 100 millions d'euros pour rentrer vous voir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Laure porta une main à sa bouche, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Vous êtes fou, » chuchota-t-elle. « Complètement. » Il leva une main tremblante vers son visage, effleura sa joue du bout des doigts. « Fou de vous. Frédéric, nous sommes patron et employé? Oui. 2 milieux différents? Oui. Ça pose un problème? Tout pose problème. Votre famille, vos associés, la presse, je m'en fiche. Non, vous ne vous en fichez pas. Dans 1 semaine, 1 mois, vous regretterez. Vous verrez tous les obstacles, toutes les complications. Regardez-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Regardez-moi et dites-moi que vous ne ressentez rien. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. » Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air était électrique, chargé de 2 ans de désirs refoulés. « Dites-moi ce que vous ressentez, » insista-t-il. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « Moi aussi. J'ai peur que ce soit un rêve, que vous partiez demain pour un nouveau voyage et que vous m'oubliez. Jamais. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. Mon monde ne vaut rien sans vous dedans. » Une larme roula sur la joue de Laure. Frédéric l'effaça du pouce, geste d'une tendresse infinie. « Laure, si vous partez, je ne m'en remettrai pas. Et si je reste? Si vous restez? » Il ferma les yeux. « Si vous restez, je vous promets de tout faire pour mériter cette chance. De vous montrer l'homme que vous avez vu dans cette photo. De baisser la garde pour vous. Complètement. Vous me le promettez? Sur ma vie. » Elle leva à son tour une main vers son visage, traça le contour de sa mâchoire avec une douceur bouleversante. « Alors embrassez-moi, » murmura-t-elle, « avant que je change d'avis. » Il n'eut pas besoin qu'elle le répète. 3 mois plus tard, le bureau de Frédéric avait changé. Pas dans sa structure. Les mêmes baies vitrées dominaient toujours Paris. Le même mobilier en cuir trônait dans l'espace. Mais sur son bureau, à côté des dossiers habituels, une photo personnelle avait fait son apparition. Laure, saisie lors d'un week-end en Normandie, cheveux au vent, riant aux éclats, sur une plage de Deauville. « Monsieur Morreval !» Madame Rousseau frappa discrètement. « Mademoiselle Delmas souhaite vous voir. » Il leva les yeux de son ordinateur, souriant malgré lui. Même après 3 mois, entendre le prénom de Laure associé à une convocation professionnelle l'amusait. Leur nouvelle dynamique n'avait pas été simple à établir. « Faites-la entrer. » Laure apparut dans l'encadrement de la porte, radieuse dans un tailleur bordeaux qu'il ne lui connaissait pas. Ses cheveux étaient relevés en un chignon moins strict qu'autrefois, quelques mèches s'échappant naturellement.
Depuis qu'ils étaient ensemble, elle s'était autorisée à être moins parfaite, plus humaine. « Bonjour, monsieur le PDG », dit-elle avec un sourire taquin. « Bonjour, madame la directrice communication », car c'était l'autre changement majeur. Frédéric avait créé un nouveau poste pour elle, avec un bureau à part et une équipe dédiée. Fini les relations hiérarchiques ambiguës, Laure dirigeait maintenant sa propre division. « J'ai reçu les retombées presse de votre interview sur France Inter », annonça-t-elle en déposant un dossier sur son bureau. « Excellent accueil, surtout quand vous avez parlé de l'équilibre vie privée-professionnelle dans l'entreprise. » Il ricana. 3 mois plus tôt, il n'aurait jamais imaginé prononcer ces mots lors d'une interview, mais Laure avait eu raison de le pousser dans cette direction. Moreval Aviation était devenue une entreprise plus humaine, plus proche de ses employés. Comment va l'organisation du gala de fin d'année? Parfaitement. D'ailleurs, elle hésita, jouant nerveusement avec son stylo. J'aimerais vous parler de quelque chose. Je vous écoute. Antoine a proposé de couvrir l'événement. Photos officielles de l'entreprise, portraits des dirigeants. Il a un excellent réseau dans ce domaine. Frédéric observa Laure attentivement. Au début de leur relation, le nom d'Antoine le mettait encore mal à l'aise. Mais il avait appris à apprécier l'homme qui était devenu un ami sincère. Antoine photographiait maintenant régulièrement pour Moreval Aviation et ses clichés ornaient les murs de plusieurs bureaux. Excellente idée. Vous pouvez lui confirmer. Le soulagement sur le visage de Laure le fit sourire. Elle s'inquiétait encore parfois de ses réactions, vestiges de leurs 2 années de non-dit. Autre chose. Ma mère vous invite à déjeuner dimanche. Marguerite? Avec plaisir. Que mijote-t-elle? Je ne sais pas, mais elle a cette lueur dans les yeux. Il se leva et contourna son bureau pour s'approcher d'elle. Vous savez, celle qu'elle avait quand elle complotait pour nous réunir. Laure rougit légèrement. Les dimanches chez Marguerite Moreval étaient devenus un rituel. La mère de Frédéric avait immédiatement adopté Laure, ravie de voir son fils enfin épanoui. « Au fait, » continua Frédéric en prenant ses mains dans les siennes, « j'ai une surprise pour vous. » « Quel genre de surprise ?»« Le genre qui nécessite un passeport. » Les yeux de Laure s'illuminèrent. « Nous partons en voyage ? Norvège. Aurore boréale. Vous avez dit un jour que vous rêviez de les photographier. Quand ai-je dit ça? Réunion de janvier. Vous étiez en train de gribouiller dans votre carnet rouge et vous avez murmuré que voir danser les aurores boréales était sur votre liste de rêves impossibles. Laure le regarda, stupéfaite. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens de tout vous concernant, même ce que je croyais ignorer à l'époque. Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement. Ses baisers au bureau restaient un défi. Ils avaient établi des règles strictes pour séparer vie professionnelle et privée. Mais parfois, l'émotion était plus forte que les conventions. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Moi aussi. » Un discret tout-sautement les fit se séparer. Raphaël se tenait dans l'embrasure, sourire en coin. « Désolé d'interrompre, mais nous avons rendez-vous avec les Japonais dans 10 minutes. » Frédéric consulta sa montre et grimaça. « J'arrive. » Laure récupéra son dossier et se dirigea vers la porte. « Bonne réunion. Et Frédéric, pour la Norvège. Merci. » Elle sortit, laissant derrière elle ce parfum discret qu'il aimait tant, quelques notes florales qui n'avaient rien à voir avec les effluves entêtantes qu'il côtoyait habituellement dans son milieu. « Tu rayonnes » observa Raphaël en ajustant ses boutons de manchette. « C'est elle, je sais. Maman n'arrête pas de répéter que tu as retrouvé ton âme. » C'était exactement ça. Avant Laure, Frédéric ne réalisait pas à quel point il s'était vidé de sa substance humaine. Tout était calcul, stratégie, performance. Maintenant, il prenait le temps de vraiment parler à ses employés, de s'intéresser à leurs projets personnels. Il partait en week-end sans consulter ses mails. Il riait. « Alors, ces Japonais ?» demanda Raphaël en descendant vers la salle de conférence. « Contrat signé hier, le plus gros de l'histoire de l'entreprise. Félicitations, papa serait fier. » Frédéric hocha la tête. Leur père aurait effectivement été fier, mais pas seulement du contrat. Il aurait surtout été fier de voir son fils aîné enfin équilibré, entouré, heureux. La réunion se déroula parfaitement. Les dirigeants japonais, impressionnés par la nouvelle image de Moreval Aviation, confirmèrent leur partenariat à long terme. En sortant, l'un d'eux complimenta même Frédéric sur l'harmonie nouvelle qui se dégageait de l'entreprise. 18 heures. Frédéric éteignit son ordinateur et rangea ses dossiers. Dehors, Paris s'illuminait dans le crépuscule hivernal. Dans 1 heure, ils retrouveraient Laure dans leur petit appartement du 7e arrondissement. Ils avaient choisi de vivre ensemble 2 mois plus tôt, abandonnant le luxe impersonnel de l'avenue Foch pour un duplex chaleureux près du Champ de Mars. Son téléphone vibra. Message de Laure. « Dîner prêt. Et j'ai développé les photos de Deauville.
Tu vas être surpris. Il sourit en imaginant ces clichés. Laure continuait son travail artistique parallèlement à ses responsabilités dans l'entreprise. Sa prochaine exposition était prévue au printemps, et cette fois, il serait officiellement présent à ses côtés. En quittant son bureau, Frédéric s'arrêta devant la grande baie vitrée. Cette solitude dorée que Laure avait immortalisée n'était plus qu'un souvenir. À la place, il y avait une plénitude qu'il n'avait jamais connue. Le milliardaire avait cessé de voyager pour fuir. Désormais, il rentrait toujours à la maison. Et à la maison, quelqu'un l'attendait. Épilogue, 6 mois plus tard. La galerie Lumière brillait de 1000 feux pour la seconde exposition de Laure. Cette fois, Frédéric se tenait à ses côtés, main dans la main, accueillant les invités. Parmi les nouvelles photos, une série intitulée « Retour » montrait des couples se retrouvant, aéroport, gare, seuil de maison. Au centre de l'exposition, un triptyque attirait tous les regards, avant, pendant, après. Le premier montrait la fameuse solitude dorée. Le second, un cliché pris en secret lors de leur première dispute d'amoureux. Le troisième, eux deux riant aux éclats sur cette plage de Deauville. « Belle métaphore », commenta un journaliste. Laure serra la main de Frédéric plus fort. Parfois, il faut perdre quelqu'un pour apprendre à le trouver vraiment. Et dans ses yeux verts, il lut tout l'amour du monde. L'église Saint-Germain-des-Prés résonnait encore des échos de la cérémonie quand Frédéric et Laure sortirent sous une pluie de pétales de roses blanches. 5 ans après cette fameuse photo qui avait tout changé, ils venèrent de se dire oui devant leurs familles et amis réunis. Laure était resplendissante dans sa robe de soie ivoire, simple et élégante, ses cheveux relevés en un chignon orné de petites fleurs fraîches, le foulard Hermès bleu pâle, celui-là même qu'il lui avait offert le soir du vernissage, était délicatement noué autour de son bouquet, devenu le symbole de leur histoire. « Madame Morval », murmura Frédéric, en la prenant dans ses bras pour la traditionnelle photo des mariés. « J'ai encore du mal à y croire », avoua-t-elle, les yeux brillants de bonheur. Autour d'eux, Antoine mitraillait la scène avec son appareil, officiant comme photographe officiel de leur mariage. Qu'il avait rencontré quelqu'un l'année précédente, une architecte parisienne qui partageait sa passion pour les voyages, et rayonnait de bonheur lui aussi. « Les mariés, une photo avec la famille !» cria Marguerite Morreval, élégante dans un ensemble bleu marine, les yeux humides d'émotion. Raphaël s'approcha avec sa propre épouse et leurs 2 enfants. La famille Morreval s'était agrandie, et Laure y avait trouvé naturellement sa place. Les dimanches à Neuilly étaient devenus des traditions chaleureuses, où se mêlaient rires d'enfants et discussions passionnées. « Papa aurait été si heureux », glissa Raphaël à l'oreille de Frédéric en l'étreignant. C'était vrai. Henri Morreval aurait adoré Laure, sa simplicité et son intelligence, cette façon qu'elle avait eue de révéler le meilleur de son fils aîné. Mais chérie, Sylvie apparut avec un sourire radieux, suivi de près par ses parents venus d'Avignon pour l'occasion. « La voiture vous attend pour vous emmener à la réception. » Le château de Malmaison était décoré avec un goût exquis. Claire Fontaine avait dirigé l'organisation avec son œil artistique habituel. Des photos de leur histoire jalonnèrent les murs, leurs premiers voyages ensemble, l'exposition Regards invisibles qui avait lancé la carrière de Laure, leurs aventures aux 4 coins du monde. Car Frédéric avait tenu sa promesse. Ils voyageaient encore, mais différemment, avec elle, pour découvrir ensemble les aurores boréales en Norvège, les temples du Japon, les marchés colorés du Maroc. Morreval Aviation prospérait sous une direction plus humaine, et Laure dirigeait maintenant toute la communication du groupe avec une équipe de 15 personnes. « Un discours !» réclamèrent les invités quand arriva l'heure du dessert. Frédéric se leva, un peu nerveux. Il avait dirigé des assemblées d'actionnaires devant des centaines de personnes, mais s'exprimer devant ses proches restait un défi. « Il y a 5 ans, commença-t-il en prenant la main de Laure, j'étais un homme qui voyageait constamment pour fuir ce qu'il ne voulait pas voir. Un homme qui confondait réussite et bonheur, contrôle et épanouissement. » Un silence respectueux s'installa dans la salle. Puis une photo envoyée par erreur a tout changé. Pas parce qu'elle me révélait quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle m'obligeait enfin à regarder en face ce que je savais déjà au fond de moi. Il se tourna vers Laure, dont les yeux brillaient. Laure m'a appris que le vrai courage n'est pas de construire des empires ou de signer des contrats à des millions. Le vrai courage, c'est d'oser aimer, d'oser être vulnérable, d'oser dire « j'ai besoin de toi ». Des murmures approbateurs parcourèrent l'assemblée. Aujourd'hui, je ne voyage plus pour fuir, je voyage pour découvrir. Avec la femme qui a transformé ma solitude dorée en partage lumineux. Il leva son verre. Alors, qui m'a appris que la plus belle destination, c'est d'être à la maison.
Même quand la maison, c'est simplement être avec la personne qu'on aime. Les applaudissements explosèrent. Laure essuya discrètement une larme et se leva à son tour. « Frédéric a dit l'essentiel », déclara-t-elle d'une voix émue. « Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Pendant 2 ans, j'ai cru que l'amour, c'était attendre. Attendre qu'on nous remarque, qu'on nous choisisse, qu'on daigne nous voir. Cette exposition, il y a 5 ans, c'était ma façon de crier en silence « Je suis là ». Elle regarda son mari avec une tendresse infinie. Frédéric m'a appris que l'amour, ce n'est pas attendre, c'est construire, ensemble, chaque jour, dans les grands moments comme dans les petits, dans les voyages extraordinaires comme dans les matins ordinaires où l'on partage un café en silence. Elle leva son verre à son tour. À tous ceux qui ont le courage d'aimer vraiment, à Antoine, qui a eu la sagesse de nous pousser l'un vers l'autre, à nos familles qui nous ont soutenus, et à tous nos amis qui savent qu'une belle histoire d'amour, ça se partage. La soirée se prolongea jusqu'aux petites heures. Quand les derniers invités furent repartis, Frédéric et Laure se retrouvèrent seuls sur la terrasse du château, contemplant Paris qui scintillait au loin. « Alors, Madame Moreval, ça fait quoi d'être mariée au milliardaire qui ne voyage plus pour fuir ?» Laure se blottit contre lui, respirant ce mélange d'eau de toilette et de peau qu'elle aimait tant. « Ça fait qu'enfin, j'ai trouvé ma maison, » murmura-t-elle. « Ta maison? Toi, nous, cette évidence que nous formons maintenant. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sous les étoiles, à savourer cette plénitude qu'ils avaient mis si longtemps à atteindre. Quelque part dans Paris, dans une petite galerie de Montmartre, la photo « Solitude dorée » était toujours exposée. Mais elle avait été rejointe par une nouvelle œuvre de Laure, « Retour à la maison ». On y voyait un couple enlacé sur une terrasse, regardant la ville s'étendre à leurs pieds, et dans leurs silhouettes entremêlées, on devinait l'évidence du bonheur partagé. Car parfois, les plus belles histoires commence par une photo envoyée par erreur et se termine par une vie construite avec intention. Et vous, avez-vous déjà annulé quelque chose d'important dans votre vie par amour? Frédéric a abandonné un contrat de 100 millions d'euros et est rentré de Tokyo à cause d'une simple photo de Laure avec un autre homme. Parfois, une seule image peut changer notre vie à jamais. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous étiez en train de perdre la personne que vous aimiez le plus? Racontez votre histoire. Était-ce une photo, un message, un regard? Qu'est-ce qui vous a poussé à courir après votre amour avant qu'il ne soit trop tard? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.